Vous êtes évidemment au courant parce que l'information fait la une des médias du monde entier. Hein, c'est assez incroyable comme ce qui vient de se dérouler dans le bureau Oval. J'insiste sur ces mots, dans le bureau Oval, devant les caméras, a eu un écho immédiat dans le monde. Ce genre de scène, hein, soyons clairs, c'est une première. Que des dirigeants de pays s'engueulent entre eux, il n'y a pas d'autre mot, se reprochent des choses, c'est quelque chose qui se passe. Mais ça se passe loin des caméras. Là, pour la première fois, Mmh. il y avait les caméras. Pour la première fois de l'histoire, j'ai essayé de réfléchir à d'autres moments de tension, y compris sous Trump. Je me rappelle entre autres d'une visite de Nancy Pelosi qui s'était assez mal déroulée, mais rien de comparable. Là, nous sommes dans de la politique internationale avec des enjeux extrêmement importants. Donc, en y réfléchissant vite, je n'arrive pas à trouver d'équivalence dans l'histoire des États-Unis, quel que soit le président, à ce qui vient de se dérouler. Et c'est pour ça que l'impact du moment est mondial. Hein, on verra tout à l'heure différentes réactions, dont celle du Premier ministre de la Pologne, notre Donald Tusk. On verra ça pendant que je parle. Thomas vous montre quelques clichés. Il y en a, c'est des images tellement folles de Donald Trump fou de rage qui interrompt Zelensky, le doigt en avant. Donc voilà, c'est C'est du complètement jamais fou. vu, je l'ai jamais vu. C'est exactement ça, c'est du jamais vu devant les caméras, dans le bureau ovale, avec des journalistes, certains, on peut même pas appeler ça des journalistes, Ouais. des pro-Trump avec des micros à côté. Non, non, On va parler de tout ça c'est un et piège, hein. C'est ouais. un piège qui s'est déroulé. On va vous le raconter comme personne d'autre le fait parce que il n'y a pas que ces images-là, il n'y a pas que ces moments. Il y a eu une organisation autour de cet événement pour piéger Zelensky. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ce qui s'est passé était prévu. C'est un piège de Donald Trump. Certains, comme Fox l'a sous-entendu, on verra ça dans quelques secondes, quelques minutes après, en disant c'est une stratégie de négociation de la part de Donald Trump. C'est le fameux Art of a Deal qui est sa signature. On ne sait pas, mais je n'ai aucun doute. Et vous verrez, les éléments qu'on va vous donner démontrent que ce qui s'est passé n'est pas un accident. Ce n'est pas Trump qui a simplement pété les plombs, qui a été sujet à sa difficulté à contrôler ses émotions. Même si oui, évidemment, il y a aussi cette dimension. Regardez ce cliché que vous propose Thomas. Mais oui, c'est un piège qui s'est déroulé Ouais. à la Maison-Blanche. Et on va voir ça, ça a commencé même avant la Maison Blanche, avant le bureau ovale. On va raconter tout ça. Exactement. Donc, on se retrouve dans quelques secondes et puis on va dérouler non seulement cette journée, mais vous raconter comment Trump et J.D. Vance ont piégé Zelensky. À tout de suite. Bonsoir, nous revoilà. Merci d'être au rendez-vous. Thomas m'indiquait que vous étiez très nombreux à cette rendez-vous de cette édition spéciale autour de ce piège à la Maison Blanche, de cette véritable embuscade qui vient de se dérouler sous l'œil des caméras. Vraiment important ce détail-là. Alors vous le savez, on vous en parle ici depuis peut-être 2 semaines, les États-Unis, Donald Trump
a décidé de changer la donne et de changer la manière dont les États-Unis venaient en aide à leurs alliés, et donc plutôt maintenant, dorénavant, d'agir comme des mercenaires, des gens qu'on paie. Et vous le savez, donc depuis des semaines, il insiste pour avoir ce deal sur les minéraux, les métaux rares qui sont dans le sous-sol ukrainien. Il a d'abord demandé le remboursement de 500 milliards de dollars d'aide. Dans la réalité, l'aide des États-Unis ne fait pas 500 milliards de dollars, elle est autour de 130 000 dollars, mais 130 000 milliards de dollars. Mais en tout cas, il a demandé ce remboursement. Et puis le fait que les États-Unis profitent ad vitam aeternam de 50% des futurs, une sorte d'impôt, une taxe, une commission, méthode mafieuse, encore une fois, ce qui était la une cette semaine de The Economist, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Je vous la partagerai sur mon compte Blue Sky. Donc, ces méthodes mafieuses de dire, voilà, vous voulez notre protection, on ne vous garantit rien, hein, qui a été au cœur d'un des problèmes aujourd'hui. Mais si vous la voulez, il faut nous donner 50% de vos ressources. Donc, c'est le background qu'il faut garder en tête à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, ça a été depuis 15 jours, on le sait, les négociateurs américains mettent la pression sur Zelensky à ce niveau-là. La semaine dernière, on a appris par exemple qu'en termes de raquettes, il y avait un chantage à l'accès à Starlink, hein, les communications par satellite d'Elon Musk, en disant « Ok, si vous n'acceptez pas l'accord américain, on va demander à Elon Musk d'arrêter l'accès à Starlink. » Starlink, c'est vital pour l'Ukraine dans ses communications, pour lutter contre l'agression de Moscou, l'agression russe. Donc c'est vraiment nécessaire. Donc on sait que tous ces derniers jours, il y a eu cette montée en puissance. Lundi, Donald Trump a publiquement, via, je crois, un Truth Social, je pense, traité Zelensky de dictateur. Hein, donc il y a une surenchère verbale. C'est aussi ce qui nous a incité, si vous ne l'avez pas vu, il y a quelques jours, de faire une émission spéciale sur ce thème de Trump, l'espion qui venait du froid, point d'interrogation, en se disant mais est-ce que la manière dont Trump, et c'était avant ce qui s'est passé aujourd'hui, sert les intérêts de Poutine, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus que cette espèce d'admiration de Trump vers Poutine, ce syndrome de l'homme fort, cette volonté de séparer le monde entre trois leaders, Poutine d'un côté, Xi en Chine de l'autre, et Trump, et donc de se dire, voilà, nous sommes les trois dernières puissances, on se partage tout ça. Et les autres auront des miettes, dont l'Europe. Donc c'est ça. Ça, ce sont des thèmes sur lesquels on vous informe depuis des semaines en vous disant « Attention, Européens, l'Amérique de Trump n'est plus un allié. » On a vu le voyage de Emmanuel Macron à la Maison-Blanche, qui a osé fact-checker en direct Donald Trump. On a vu hier le ministre anglais Starmer qui était là également. Et donc aujourd'hui, c'était au tour de Zelensky pour, soi-disant, trouver un accord et signer un accord où les Américains seraient impliqués dans l'exploitation des minéraux rares dans le sous-sol ukrainien, mais que l'Ukraine en garde le bénéfice. Donc ça, c'était le cœur du voyage. Comme je vous l'ai dit, en début de semaine, Donald Trump a traité Zelensky de dictateur. Hier, on va voir les images tout de suite, on lui a posé la question de savoir pourquoi, s'il considérait, parce qu'on était à la veille de ce qui vient de se dérouler, Zelensky comme un dictateur, et Trump
qui n'a jamais reculé devant la tentation de mentir, a dit qu'il ne l'avait jamais fait. Zelensky is a dictator. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Voilà. Donc ça, c'était le contexte, si vous le voulez. Et puis, il y a donc ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Donc, ça commence avec l'arrivée. On va voir l'arrivée de Zelensky, Donald Trump qui est là pour l'accueillir et faire une blague. On reviendra sur le contenu de la blague, tout à l'heure. Donc, il est là à la sortie. Donc, Zelensky arrive. Et à ce moment-là, il ne sait pas qu'il va avoir une surprise dans le bureau ovale. C'est qu'il va se retrouver face aux questions, non seulement et aux déclarations de Donald Trump, mais aussi de J.D. Vance, un vice-président que l'on n'avait quasiment plus vu depuis un mois, depuis le 20 janvier, et qui là a joué un rôle actif. On verra dans le côté traquenard les points mis en avant par J.D. Vance sont des éléments de langage habituels de l'extrême droite américaine. Et donc, il y a eu cet échange qui a été extrêmement tendu sur plusieurs points. On va en voir immédiatement quelques extraits. On va commencer par exemple où je vous parlais de J.D. Vance, où Zelensky a osé répondre à J.D. Vance en face à face en lui disant mais de quelle démocratie tu es en train de nous parler. On écoute cet échange. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what. C'est ce qu'on appelle un chien d'attaque. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Il reproche à Zelensky de soi-disant utiliser les médias et les caméras pour régler tout ça. Et en fait, tout le discours de Vance, c'est comme s'il était dans un débat en termes télévision ou s'il était invité dans un des podcasts. Il parle à la presse. Là, dans la réalité, à ce moment-là, oui, il regarde Zelensky, oui, il répond à Zelensky, mais ce n'est absolument pas une volonté de communiquer avec Zelensky, mais de l'humilier à ce moment-là. Il le traite de menteur. Quand Zelensky l'invite à venir en Ukraine, il dit « j'ai pas besoin d'aller en Ukraine ». Imaginez ça, le vice-président, dans la plupart du temps, la fonction du vice-président et des vice-présidents dans l'histoire des États-Unis est justement d'aller à l'international, dit non, j'ai pas besoin, j'ai suffisamment vu de choses, d'images de tout ça, et puis il accuse Zelensky de faire des tournées de propagande, d'aller voir que ce qui est négatif, comme s'il y avait un aspect
positif À la guerre. à la guerre et à l'agression russe. Donc c'est un exemple. Je vais vous montrer un deuxième exemple avec J.D. Vance. Je pense qu'on en a un second. Désolé pour un petit peu, on est vraiment en mode breaking news. On a essayé de vous ramasser le maximum d'images, de photos, de films, d'interventions et de réactions pour cette émission-là. Donc désolé s'il y a un petit peu du flottement par moment. Donc vas-y Thomas. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You We voted gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in Ouais, pendant qu'on parle, Thomas, tu peux mettre la vidéo en fond. Hein. Cette séquence, pourquoi je l'ai isolée? Parce qu'elle est symbolique de ce qui s'est déroulé, de la stratégie de Vance et de Trump, donc avec ce système de double attaque, avec donc on appelle ça double team, où un commence et l'autre suit. Donc, J.D. Vance, qui encore une fois, il ne s'adresse pas à Donald Trump, à Zelensky, il s'adresse aux médias. Il est en train de reprocher en octobre ce voyage lorsque Zelensky était allé en Pennsylvanie. Pourquoi il était en Pennsylvanie? Il était allé visiter une usine je crois que c'est une fabrique de munitions qui envoyait ses munitions en Ukraine, et donc il lui reproche tout ça. À ce moment-là, Zelensky dit à Vance que ça sert à rien de parler fort. Hein, on est en pleine négociation de paix à ce moment-là. Donc, il utilise le mot de loudly. Et là, c'est Trump qui rentre dans tout ça, qui va regarder physiquement. Non. Donc, Vance qui touche Trump pour lui dire je suis bien dans ton camp, qui reproche en permanence, et on va voir comment c'est un mensonge et c'est un élément de propagande de l'extrême droite américaine d'expliquer que Zelensky ne remercie pas et il devrait être plus reconnaissant de ce que fait Donald Trump. Et là, à partir de ce moment-là, c'est Trump qui va... Et regardez, la gestuelle de Trump qui, lui, va toucher Zelensky plusieurs fois pour lui dire de se taire, pour l'empêcher de partir et de parler. Regardez, comme il pousse, hein, Ouais. t'as vu ça? C'est même pas une main sur l'épaule, on le pousse. C'est quelque chose qui n'existe pas dans des relations internationales. C'est pour vous montrer aussi comment Donald Trump, inconsciemment, se considère par rapport à Zelensky. Il est, c'est lui le patron. Il est supérieur à lui, et Zelensky, à ce moment-là, regardez, vous avez vu ce petit push là, Zelensky n'est pas un allié. Donald Trump ne considère pas Zelensky comme un allié, ne considère pas l'Ukraine comme un allié, et donc forcément, si Trump ne considère pas Zelensky comme un allié et l'Ukraine comme un allié à protéger, c'est évidemment tout ça l'intérêt, le grand gagnant d'aujourd'hui. On le verra tout à l'heure. C'est évidemment Vladimir Poutine. Pour conclure sur cette question de dictateur, Donald Trump et J.D. Vance
et Elon Musk, en début de semaine, avaient insisté sur le fait que Zelensky était un dictateur parce qu'actuellement, il n'y avait pas d'élection en Ukraine. Et la réponse de Zelensky à ça avait été de dire, mais si demain, la condition pour que l'on ait un accord de paix avec les garanties, il a rappelé, et donc des conséquences, il a rappelé à J.D. Vance, et c'est ce qui a fait monter le propos entre les deux, que lors du premier conflit, lorsqu'il y avait eu cet accord, que Vladimir Poutine ne l'avait pas respecté, entre autres en refusant de renvoyer les prisonniers de guerre ukrainiens, de les renvoyer en Ukraine. Et donc Zelensky, dans la semaine, a dit, si un accord de paix avec les garanties, avec d'être certain d'avoir cette protection des États-Unis, passe par moi démissionner, mais je n'hésiterai pas une seconde. L'Ukraine avant moi. L'Ukraine avant moi. Bon, voilà, on va voir un autre extrait de ce moment-là, lorsque Donald Trump accuse Zelensky de mener le monde à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said I'm wearing they respect. should have. Have you said thank you once? A lot. C'est impossible de regarder ces images et de ne pas sentir de compassion pour Zelensky dans ce moment qui est prévu. Hein. C'est une mise en scène de Trump qui reprend, hein, dans ses propos, il reprend, comme J.D. Vance à plusieurs niveaux, il reprend les éléments de langage utilisés par l'extrême droite américaine depuis des mois. Il lui explique qu'il est en position de rien. Il faut rappeler aussi que cette attaque est d'autant plus ignoble que l'anglais n'est pas le langage de Zelensky. Il fait l'effort à ce moment-là de participer à la discussion en anglais, mais l'anglais n'est pas sa force. Et lorsqu'on se retrouve sur cette scène mondiale avec pas une, mais deux personnes dont l'anglais est la langue maternelle et que ces personnes-là vous attaquent en permanence, ne vous laissent pas terminer, hein, ces fameuses stratégies. Trump est 100% à l'aise dans ça parce que c'est quelque chose qu'il pratique depuis 2015 où vous n'avez pas le temps de répondre à un point qu'il vous interrompt, il vous coupe la parole pour faire une autre accusation. Et des accusations qui sont tellement énormes, tellement grotesques que vous avez besoin de 5 minutes pour répondre et vous n'avez pas le temps. Donc, résultat, à l'image, vous avez quelqu'un, Zelensky, qui se retrouve coincé dans un coin et qui n'est pas en mesure de répondre à Trump. Et évidemment, je suis allé voir immédiatement les réactions sur les réseaux de l'extrême droite américaine, en commençant par X, parce que X, c'est un réseau de l'extrême droite américaine, mais je suis allé voir aussi sur Truth Social, et du côté des MAGA, il y a une fierté
de ce moment-là en disant « Mais est-ce que vous avez vu comment Donald Trump, jamais Biden n'aurait fait ça, jamais un autre président n'aurait fait ça ?» Parce que pour la droite américaine, comprenez, encore une fois, oui, Donald Trump s'adresse à Zelensky comme J.D. Vance s'adresse à Zelensky, mais l'idée est de communiquer. On s'adresse et puis on communique vers sa base, vers ses alliés. Et l'attitude de Donald Trump est considérée par la base et par l'extrême droite américaine comme une manière de réinstaurer le respect des États-Unis. D'ailleurs, on va voir comment la Maison-Blanche a officiellement, au-delà du tweet, on va le voir aussi du tweet du Truth Social de Donald Trump, on va voir, on va y revenir dans quelques secondes sur ce Truth Social, on va voir comment la Maison-Blanche, en postant un drapeau américain et avec, regardez, donc ça, c'est un tweet officiel, The White House, de la Maison-Blanche, America First, en expliquant que ce que vient de faire Trump et ce que vient de faire J.D. Vance, c'est de défendre les intérêts de l'Amérique et que cette période où, soi-disant, l'Amérique se faisait marcher dessus est terminée. Je vais vous montrer la réponse, elle aura moins d'impact, des démocrates, pour un petit peu contrebalancer. Souvent, on reproche aux démocrates de ne pas faire grand-chose. Pour une fois, ils ont été rapides en quote tweet et en répondant avec un drapeau russe. Cette fois-ci, non, voilà, c'est celui-là. Ça arrive, voilà. Donc ça, c'est la réponse. On a corrigé ton tweet pour toi. Ce n'est plus, donc le drapeau américain a été remplacé par le drapeau russe et ce n'est plus l'Amérique en premier, America First, mais Poutine, Poutine en premier. Tant qu'on est dans ces illustrations, je vais vous montrer justement, soyons clairs, à qui profite le crime, ce même qui a été... non, Thomas, le même juste au-dessus, voilà, on y arrive, qui a fait le tour rapidement des réseaux sociaux où on voit justement la réaction des autres dictateurs de cette planète, que ce soit la Corée du Nord, la Chine ou la Russie. Donc tout le monde se régale de ce moment-là. Tout à l'heure, on verra la réaction justement du président russe. Ça va être complètement fou. Je vais vous partager une autre illustration que là j'ai trouvée. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et après on va retourner évidemment dans ce meeting, une autre illustration que je vous ai trouvée et que je trouve très appropriée, c'est Donald Trump qui, regardez, il ignore le drapeau des États-Unis pour embrasser le drapeau, pour enlacer le drapeau de la Russie. C'est un résumé assez juste. On va voir justement dans les réactions Karl Rove, celui qu'on a connu au moment de la présidence de George W. Bush, qui a été le conseiller, l'architecte de la victoire de George W. Bush en 2000 et puis en 2004, qui était sur Fox News en disant voilà, ce qui s'est passé, c'est une victoire pour Vladimir Poutine. On écoute Karl Rove immédiatement. Hey, Carl, what was your read on what you watched on TV for the past 30 minutes? Well, this is why diplomacy should never be conducted in public. I'm confident, and we now know that, for example, in World War II, there were heated disagreements between Franklin Roosevelt, Joseph Stalin, and Winston Churchill, but we didn't see them broadcast on TV, and what we saw were statements that came out of these big conferences in which the Allies made an effort to move forward together. It is going to be incredibly hard to walk back from the kind of animosity that we saw in that room today, and to walk back some of those statements. It could have been done if it had not been, if cameras had not been running. But the only winner out of today is Vladimir Putin. This is a mistake to have it broadcast. It was a mistake for Zelensky to get his
get his dander up, and it was a mistake for the president and the vice president to be so public in their comments. This was not the moment that should have been televised. They should have had those conversations out of camera sight, and I'm confident that then they would have been able to find a way to move forward. But it's really hard when you've had the kind of coverage of this moment that we've now had. Yeah, and we're looking. Donc voilà, je vous rappelle, nous c'est Fox News déjà, hein, média pro-Trump, et là on sent dans la retenue, dans le ton qu'on vient de vivre, un moment extrêmement grave. Et donc Karl Rove, l'architecte de la victoire des Républicains, de 2000 à 2008, qui est en train d'expliquer que ce qui vient se dérouler, c'est une erreur, une erreur énorme de la part de tout le monde, y compris de Zelensky, d'avoir accepté ce meeting, et de rappeler ce que je vous disais, que la diplomatie ne devrait pas se jouer devant les caméras, qu'on sait que par exemple lorsqu'on étudie la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait des désaccords entre Staline, Roosevelt et Churchill, mais tout ça avait lieu loin des médias, et que là c'est une erreur colossale, extrêmement importante, d'avoir déballé leur linge sale, leur point de désaccord d'une manière aussi publique. Et du coup, évidemment, le grand gagnant de tout ça, c'est Vladimir Poutine. Je vais vous montrer un autre extrait de cette embuscade, de ce piège, qui a été posté cette fois-ci. J'essaie d'un petit peu de vous varier les sources et les angles. Encore une fois, c'est pour vous montrer comment, du côté de la propagande Trump, on considère que ce qui s'est déroulé, c'est une victoire pour Donald Trump et J.D. Vance. Le petit extrait qu'on va voir, où Donald Trump menace Zelensky en lui disant, voilà, soit tu acceptes ce qu'on te propose, tu n'es pas en position de négocier quoi que ce soit, tu n'as aucune carte en main, soit on t'abandonne, we are out. Cet extrait a été posté sur son compte X par une des responsables de la communication de Donald Trump, pour justement mettre en avant le fait de comment Donald Trump est un homme fort. C'est parti. He wants to make a deal. I don't know if he can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Voilà, donc c'est un moment, encore une fois, hein, je vois vos réactions. Évidemment, vous avez vu mes réactions également sur les réseaux sociaux. Donc évidemment de honte et de rejet contre ces procédés qui sont, oui Christophe, des procédés mafieux, de gangsters, de voyous, etc., etc. Mais je veux aussi vous montrer non seulement comment Donald Trump et ses alliés, on va écouter tout de suite Lindsey Graham qui est venu justement parler aux médias à la sortie. Hein, c'est lui qui a été envoyé pour essayer de limiter les dégâts et pour trouver le spin. Hein, le spin, c'est la manière positive de vendre cette histoire-là. Et donc la manière positive de vendre cette histoire-là, c'est de dire que Donald Trump a défendu les intérêts de l'Amérique, il se fait respecter, et que tout ça, tout ce qu'on vient de voir, cette agression, c'est la faute de Zelensky. C'est la faute de Zelensky. Pourquoi ? Parce que il refuse de remercier Donald Trump. Gardez ça en tête, on va y revenir là-dessus. On va regarder tout de suite Lindsey Graham à la sortie de la Maison-Blanche. But today showed just poor judgment, showed lack of control.
Now, what I want him to do, I guess, is just to say, I screwed up big time for my country and for the U.S. relationship. And if I had it all do over again, I'd done it differently. I'm sorry. If he can't say that, then Ukraine, you either need to send us somebody new we can deal with or just accept the consequences. Senator, thanks for popping on here. Voilà, donc non seulement on n'admet pas du côté de la Maison-Blanche, ce n'est pas une surprise, et des alliés de Trump, que ce qui s'est passé était un piège et qu'il y a une part de responsabilité extrêmement importante dans Vance et dans Trump, mais on dit voilà, tout était la faute de Zelensky et désormais on lui demande des excuses publiques où il doit dire publiquement qu'il s'est planté et qu'il remercie Donald Trump. Hein, on a vu ce terme de gratitude qui était dans le bandeau en dessous sur Fox News, sous les propos de Lindsey Graham. C'est le thème qui est mis en avant. Le fait que, et c'est un des reproches qui est fait à Zelensky par J.D. Vance, c'est le fait qu'il ne remercie pas Donald Trump. On garde ça en tête et justement, il y a quelques jours, dans le Washington Post, je pense, et c'est quelque chose qu'on a vécu, entre autres, au moment de la visite du Premier ministre japonais qui a commencé son discours, sa conférence de presse en expliquant comment il avait été excité de rencontrer Donald Trump parce qu'il le voyait à la télévision, etc., que la seule manière d'avoir l'attention positive de Donald Trump, c'est de le flatter. Je pense qu'on a justement, Thomas, cet extrait quelque part, justement, cet titre. Donc voilà, que la seule manière de séduire Trump, c'est d'embrasser l'art de la flatterie. Donc dans le complimenter. Et on l'avait vu lors de cette conférence de presse, c'est qu'il avait débuté sur ça. Et Donald Trump avait été surpris, s'était tourné vers lui et avait fait un énorme sourire. C'est ce que Zelensky n'a pas fait à ce moment-là. Il n'a pas flatté Donald Trump. J.D. Vance, oui, plusieurs fois. Il a flatté son patron. Il a flatté Donald Trump. Il sait très bien comment jouer le jeu. Comment jouer le jeu et comment Donald Trump fonctionne. Et donc, évidemment, ça interroge sur cet axe d'attaque. Parce que pendant l'échange, on l'a vu, J.D. Vance a utilisé cet axe d'attaque pour dire, voilà, non seulement tu viens dans le bureau ovale, mais tu ne remercies pas. C'est un manque de respect. Vous n'êtes pas reconnaissant de l'effort présidentiel, etc., etc. Vous ne remerciez pas les États-Unis. Donc ça, c'est pendant. Après, ça devient le seul élément de langage en disant, voilà, le problème de Zelensky, c'est qu'il est prétentieux et il n'a pas voulu remercier Donald Trump. Je vais vous montrer un screenshot de quelques tweets de Zelensky où il a publiquement remercié le président des États-Unis, les États-Unis. Je vous rappelle, vous l'avez vécu en direct lorsque il est venu à Paris lors de sa première rencontre avec Donald Trump sous l'égide de Emmanuel Macron au moment de la réouverture de Notre-Dame. C'est la première chose qu'il a fait. Il a publiquement remercié Donald Trump, mais c'est un langage, comprenez bien, et c'est là que je vous dis que les attaques de Vance, les attaques de Trump ne sont pas le fait du hasard. Si vous êtes habitué, comme je le fais, à surveiller les médias américains de la droite extrême, de Fox News à OAN, on va y revenir, à Newsmax, mais aussi tous ces podcasts, etc., il y a cette légende. Évidemment, cette légende, elle est pourquoi ? Elle est pour rendre Zelensky le plus antipathique possible. Cette légende que non seulement Zelensky prend l'argent,
qu'une partie de l'argent vient lui payer des prostituées et de la drogue, qu'une autre partie de l'argent vient l'enrichir, lui et son entourage, mais que surtout, Zelensky n'a jamais remercié les États-Unis. C'est un mensonge, et ce mensonge, et là c'est extrêmement troublant, ce mensonge a été répété publiquement, officiellement, par J.D. Vance et par Trump lors de ce piège, de cette embuscade à la Maison-Blanche. On en est là. Les éléments de propagande sont désormais des éléments de contention publique contre le dirigeant d'un autre pays. Alors on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà. Avant de se relancer, Thomas, je vois que vous êtes vraiment très nombreux dans le chat. Merci et très nombreux à nous apporter votre soutien aujourd'hui, nous remercier d'être là en direct pour cette édition spéciale. Est-ce que tu peux mettre en avant 2-3 messages avant que l'on reparte du côté de la Maison-Blanche? Vas-y, Thomas. Oui, merci d'être là avec nous. Merci d'être présent dans le chat. C'est bien d'avoir vos réactions, votre soutien. Merci aussi à Isa qui est passé. Il y a eu plusieurs super chats en montrant force à l'Ukraine, les cœurs bleus, les cœurs jaunes. Merci d'être là avec nous. On retrouve aussi Joël qui parle de vaguelettes, une petite vaguelette Globetrotter. Parfait, c'est ça l'esprit des vaguelettes. Et en ce moment, on voit qu'il faut pour résister. Et merci aussi beaucoup à Nathalie qui parle de la responsabilité maintenant de l'Europe. Ouais. On va le voir hein, tout à l'heure, c'est dans les réactions. Évidemment, si l'Europe, après ce qui vient de se passer à la Maison-Blanche, ne comprend pas qu'il faut s'unir, parler d'une seule voix et se préparer à ne plus considérer les États-Unis comme un allié, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Je vais vous montrer une autre image complètement forte pour vous montrer l'impact de ce qui s'est passé. C'est Oksana Markarova. Donc Oksana Markarova, c'est l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis. Et évidemment, elle est présente dans ce moment-là. On va le mettre avec on a la photo, peut-être on peut montrer la photo, et puis après on va vous mettre avec le son, parce que vous comprenez à ce moment-là sa réaction par rapport à ce que dit Trump. Vous allez voir, c'est une séquence qui a été partagée par une journaliste de Bloomberg. Et en fond, on entend Trump. C'est justement, je crois que c'est au moment où il lui dit « Vous n'avez aucune carte en main. Et donc, soit vous vous pliez à nos volontés, soit on vous abandonne à votre propre sort. » Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit d'une certaine manière Lindsey Graham, en sachant qu'on parle de milliers, de centaines de milliers de vies humaines, en disant ben non, débrouillez-vous. Et d'ailleurs, parenthèse, un des moments qui a été choquant dans cette séquence qui dure environ 5 minutes, c'est lorsque Donald Trump, et là, c'est un truc absolument pas préparé, mais c'est Donald Trump lui-même, on l'a déjà vu, c'est qu'il doit tout ramener à lui. Donc une partie de l'échange a été sur le fait que, soi-disant, Zelensky ne le remerciait pas, ce qui est déjà cette dimension d'ego surdimensionné. Mais un des moments qui est le plus choquant, c'est quand Donald Trump ramène tout ça au Russian Gate, et en disant comment lui, il a souffert, qu'on l'accusait d'être corrompu par la Russie, etc., du pur Donald Trump. Je ferme la parenthèse. Et donc, on va voir ces images de Oksana Markarova pendant cet échange. You're saying you don't want a ceasefire? I want a ceasefire because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me.
Voilà, il y a des gestes qui ne trompent pas. Et justement, en parlant de gestes qui ne trompent pas, il y avait une autre personne à ce meeting qui n'a pas parlé. On a entendu J.D. Vance, on a entendu Zelensky, on a entendu Trump, et à la gauche de J.D. Vance, on le voit par moments sur certaines images, il y avait Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, hein, qui aurait été plus à propos, lui d'ailleurs, d'intervenir que J.D. Vance. Petit détail. Et donc, je vais vous montrer une photo de Rubio qui disparaît. Il essaye, hein, vous allez voir, il disparaît de plus en plus dans son fauteuil parce que voilà quoi. Il a bien compris ce qui est en train de se jouer, que le State Department va devoir gérer tout ça. Et d'ailleurs, c'était une breaking news il y a quelques minutes, mais toute cette émission, hein, encore une fois, est en mode breaking news. Le département, première conséquence grave, gravissime de ce qui s'est passé. Selon NBC, le département d'État, donc le ministère de Rubio, a annoncé la fin immédiate d'un programme d'aide pour aider l'Ukraine à reconstruire son réseau électrique pour tout ce qui est énergie. Et donc, c'était quelque chose qui se faisait grâce à de l'aide américaine. Premier effet de la colère de Donald Trump, la fin de ce programme-là. Pourquoi je vous montre Rubio? Parce que on aurait pu faire tout à l'heure la même chose d'ailleurs avec Lindsey Graham. C'est des gens qui, en échange d'un petit morceau de pouvoir, se sont assis sur leurs idéaux, se sont assis sur leur conscience en échange de ce petit morceau de pouvoir. Je vais vous faire écouter Marco Rubio en 2016, qui avait très bien compris qui était. On aurait pu trouver la même vidéo pour Lindsey Graham qu'on peut trouver face à Trump en 2016. Exactement, comme on aurait pu trouver la même vidéo de Ted Cruz. Ted Cruz, elles existent. Aujourd'hui, ce sont les alliés de Donald Trump parce que Donald Trump leur offre un petit morceau, une miette de pouvoir. Hein, soyons clairs. Zelensky n'a pas fait aujourd'hui. Exactement. Il y a Donald Trump d'un côté et l'histoire jugera Donald Trump de manière extrêmement redoutable. Mais l'histoire, en tout cas moi je le fais, et je sais que je ne suis pas le seul, je sais que c'est aussi votre cas, et je suis persuadé que l'histoire jugera celles et ceux qui ont accepté toutes les compromissions pour aider Donald Trump à arriver au pouvoir, pour aider Donald Trump à rester au pouvoir, pour aider Donald Trump à échapper à la justice, pour aider Donald Trump à revenir au pouvoir. L'histoire les jugera d'une manière encore pire que Donald Trump. Et Marco Rubio, comme d'autres, les juges de la Cour suprême, Lindsey Graham, on ne peut même pas imaginer ce que Lindsey Graham aurait dit aujourd'hui si le même événement s'était déroulé et qu'à la place de Trump, ça soit Biden. Donc, Cruz et d'autres font partie de cette liste. On va écouter donc Marco Rubio en 2016. But yeah, here's what happens in many countries around the world. You have a leader that emerges and basically says, don't put your faith in yourselves, don't put your faith in society, put your faith in me. I'm a strong leader, and I'm going to make things better all by myself. This is very typical. You see it in the third world. You see it a lot in Latin America for decades. It's basically the argument he's making that he single-handedly is going to turn the country around. We've never been that kind of country. We have a president. The president is an American citizen who serves for a period of time, constrained by the constitutions and the powers vested in that office. The president works for the people, not the people for the president. And if you listen to the way he describes himself and what he's going to do, he's going to single-handedly do this and do that without regard for whether it's legal or not. Look, I think people are going to have to make up their mind. I can tell you this.
no matter what happens in this election, for years to come, there are many people on the right, in the media, and voters at large that are going to be having to explain and justify how they fell into this trap of supporting Donald Trump, because this is not going to end well one way or the other. He's going to be the nominee and he's going to lose. Or he'll have thrown this party into its most chaotic and divisive period ever, and that's unfortunate because the Republican Party is the home of the limited government free enterprise movement in America. And if it crumbles or it divides or it splits apart, it'll be very difficult to elect candidates that hold those views at any level of government until we can bring the party back together. Voilà, c'est quand même extrêmement fort. En 2016, Marco Rubio avait tout compris, donc à la fois ce syndrome de l'homme fort, le fait que une présidence de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir n'allait pas bien se terminer. On a vu d'ailleurs en 2020 comment elle s'est terminée avec le mensonge, le Big Lie et l'invasion du Capitole. Et voilà, on est reparti encore sur ces bases-là, on les a d'ailleurs déjà dépassées. Et donc c'est évidemment prophétique. Et d'ailleurs, ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, il parle de ces personnes qui ont cédé à Donald Trump, et que ce soit médias ou politiques, et qui sont tombés dans son piège et qui seront jugés. Quand on regarde cette photo, on voit que celui qui est en train de sombrer au sens propre, comme au sens figuré, dans le piège de Donald Trump, c'est bien Marco Rubio. On va regarder une autre vidéo tant que nous sommes dans ce chapitre-là, qui est plus récente et que nous vous avions déjà passé au moment de la campagne. Évidemment, c'est le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. On pourrait reprendre d'ailleurs des images des débats, parce qu'il y en avait eu plusieurs, entre Donald Trump et Hillary Clinton, où Hillary Clinton, lorsqu'on revisite les propos d'Hillary Clinton, je ne vais pas revisiter sa campagne, les erreurs, etc., mais lorsqu'on revisite ses propos, elle avait raison sur des tas de points, et entre autres sur la position de Trump par rapport à Poutine. On va écouter Kamala Harris, il y a quelques mois, lors du seul débat qu'il y a eu lieu entre elle et Donald Trump, où justement, elle annonçait ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire l'abandon des alliés par Donald Trump au profit de Vladimir Poutine. À tout de suite. Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president, and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO, and what we have done to preserve the ability of Zelensky and the Ukrainians to fight for their independence. Otherwise, Putin would be sitting in Kyiv with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Voilà, c'était Kamala Harris il y a quelques mois. Mais bon, le peuple américain a décidé autrement. Il était plus inquiet de savoir si on allait changer le sexe de leurs enfants lorsqu'on les amenait à l'école, et ils étaient plus préoccupés du prix des œufs. Et donc, résultat, Donald Trump a été élu. Kamala Harris a perdu cette élection, et avec l'élection, la victoire de Donald Trump, c'est en tout juste un mois. Je vous rappelle qu'il a gagné en novembre, mais il a pris le pouvoir le 20 janvier dernier. On se rend compte qu'en tout juste un mois, il a changé radicalement la posture des États-Unis sur la scène mondiale, et par rapport à des alliances. Évidemment, l'attaque contre le Canada, 51e État en fait partie, mais avec des alliances qui existent depuis des
décennies. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se jouer, cette redistribution des cartes de manière forcée, de manière extrêmement violente, extrêmement rapide, et qui entraîne le monde dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement volatile. Et justement, on va regarder un petit peu, je vous ai sélectionné quelques réactions avant de revenir sur les conditions de départ, et encore un élément qui démontre combien Zelensky a été piégé par la Maison-Blanche. On verra aussi les réactions russes. Mais avant ça, on va regarder du côté de l'Europe. On va regarder la réaction via un tweet de Emmanuel Macron qui a posté, je crois qu'il était au Portugal, qui a posté ce message de manière très très claire en revenant sur un des points de langage de Donald Trump. C'est déjà quelque chose, hein, Thomas, tu t'en souviens, on avait montré la vidéo qu'il a fait lors de son passage à la Maison-Blanche lorsque il avait reprécisé qui était l'agresseur et qui était l'agressé. Alors, si ton micro fonctionne, c'est pour ça que je ne lui ai pas trop donné la parole jusqu'à présent parce qu'on a un problème de micro. Donc, si ton micro fonctionne, est-ce que tu peux nous lire le message d'Emmanuel Macron ? Ah, non, ça ne fonctionne toujours pas. Donc Emmanuel Macron qui a reprécisé, donc vous voyez, 28 février, sa date, 28 février 2025, restera dans l'histoire. Donc, Emmanuel Macron écrit « Il y a un agresseur, la Russie. Il y a un peuple agressé, l'Ukraine. Nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Nous, c'est les Américains, les Européens, Canadiens, Japonais et plusieurs autres. Merci à tous ceux qui ont aidé et continuent. Et respect à ceux qui, depuis le début, se battent. Hein ? C'est quelque chose qui échappe complètement dans ce moment surréaliste qui était cette embuscade où on a oublié les sacrifices. Et lorsque je parle de sacrifices, on parle ici non seulement de destruction, de blessures, d'enlèvement et de mort du peuple ukrainien. Et les États-Unis, via Donald Trump, évidemment ce n'est pas nouveau, c'est toujours le cas, non seulement le côté égo surdimensionné, mais le fait qu'il se passe toujours en termes de victimes. On avait le sentiment à écouter J.D. Vance et Donald Trump que les sacrifices venaient des États-Unis et pas de l'Ukraine. Et à un moment, Zelensky a essayé, d'ailleurs, interrompu par Donald Trump, on a vu tout à l'heure, de placer cette phrase en disant « Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que il y a un océan entre vous, donc il y a un océan entre nous, donc vous êtes protégés par cet océan. Et s'il n'y avait pas cet océan, vous seriez en première ligne. » Donc, Emmanuel Macron, on a également, je crois, le futur Premier ministre allemand qui a gagné les élections dimanche dernier, Friedrich Merz, donc du côté de l'Allemagne, qui explique que l'Allemagne va continuer à soutenir, donc s'adresse d'abord à Zelensky, qui a été vraiment la victime de ce moment-là. Alors, au-delà de ce que ça veut dire en termes d'Ukraine, ça a été un moment, j'imagine, extrêmement traumatisant. Et puis, ce qui s'est passé après, encore pire. Donc, Friedrich Merz qui explique que l'Allemagne va continuer à soutenir l'Ukraine, que dans les bons moments comme dans les moments difficiles, et qu'il ne faut jamais confondre dans cette guerre terrible, qui est l'agresseur et qui est la victime. Hein, c'est un message direct envoyé à Donald Trump qui a répété à plusieurs reprises depuis la Maison-Blanche que l'agresseur était l'Ukraine, alors que c'est la
Russie. Toujours dans les réactions, on doit avoir, et toujours du côté de l'Europe, on a celui qui a été le premier à réagir, qui est Donald, pas Trump, mais Donald Tusk, le Premier ministre de la Pologne, qui donc a envoyé un message tout de suite, bref, mais extrêmement clair. Cher Vladimir Zelensky, cher ami ukrainien, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On va voir toujours en côté de réaction la une du New York Times, qui a, ça c'est la une de l'édition électronique. Il y aura certainement une autre une demain matin, donc qui explique que la rencontre s'est transformée en un match où tout le monde s'est crié dessus. Vous voyez là, dessous, il y a le nom, en dessous de la photo, il y a le nom de Peter Baker, qui est le journaliste qui couvre la Maison-Blanche depuis 20 ans. Et lui aussi, dans son live tweeting, si vous voulez, de l'événement, racontait, comme je vous le disais en début d'émission, qu'il n'avait jamais vécu ce genre d'incident. Il y avait eu des moments de tension, mais jamais à ce point. On va voir comment le Washington Post aussi a rebondi sur cet incident. Donc voilà, en disant qu'il est très rapidement. C'est extrêmement intéressant. Cette rencontre est très rapidement tournée à l'affrontement. Avec une véritable colère, vocal anger, de la part du président des États-Unis. Ce sont les médias américains. On ne peut pas reprocher Washington Post, propriété de Bezos, qui est dîné encore il y a 2 jours à la Maison-Blanche. On peut plus désormais les accuser d'être anti-Trump. Ce n'est plus le cas. Donc voilà, on va voir côté tweet. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Liz Cheney, qui a rebondi sur ce qui vient de se passer, sur le côté historique de la trahison, en concluant que l'histoire se souviendra de cette journée lorsque un président américain et son vice-président ont abandonné leurs valeurs. Super fort. C'est super fort, et elle revient en expliquant qu'en fait, il y a eu des générations de patriotes américains depuis la révolution de 1776 jusqu'à aujourd'hui qui ont risqué leur vie pour défendre les principes mis en avant par Zelensky. Et donc aujourd'hui, Donald Trump et J.D. Vance ont attaqué Zelensky et ont fait pression sur lui pour qu'il abandonne la liberté de son peuple au bénéfice du criminel de guerre que représente la Russie, avec un clin d'œil au KGB. On va voir Joe Walsh, qui est un ancien républicain, qui est un républicain mais qui est devenu Never Trump, qui lui n'est plus sur Twitter, mais qui pour l'occasion est revenu. C'est le même ton. Je vous laisse lire le début du paragraphe vous-même, en expliquant que ce qu'on a vu, c'était du bullying. Le bullying, ce sont lorsque dans les écoles, des étudiants plus forts s'attaquent aux plus faibles pour les humilier. C'est exactement ça. Walsh est très clair. Trump is doing Putin's work. Donc Trump est en train de faire le travail de Poutine. Trump travaille pour Poutine, et Poutine est en train de sourire à ton micro remarche. Oui, et c'est un sentiment que j'ai vu plusieurs d'entre vous expliquer dans le chat, que vous avez honte d'être américain aujourd'hui, que certains, j'ai vu entre vous, avaient expliqué que vous avez l'opportunité, l'option de prendre un passeport américain, que ça ne vous intéresse plus, tout ça. C'est vraiment une journée historique. C'est exactement ça. Ces derniers 2 tweets, surtout celui de Liz Cheney, pour moi, c'est vraiment le tweet à mettre en avant. Exactement. Autre tweet, celui de David Axelrod.
qui est donc, vous le connaissez, c'est un ancien conseiller de Obama, donc évidemment un démocrate, et qui explique qu'il aime son pays de tout son cœur. Il aime profondément son pays, mais il n'a jamais été autant gêné pour l'Amérique après ce qui vient de se passer dans le bureau ovale. Il rappelle que Zelensky se bat pour la survie de son pays, la survie de son peuple, la survie de la démocratie, et que désormais Trump et Vance sont complètement alignés avec Poutine, et il souhaite que Zelensky sache que des millions et des millions d'Américains continuent à le soutenir, ainsi que le peuple vaillant d'Ukraine. C'est évidemment notre cas ici à Maintenant Média. Dernière réaction, celle d'un universitaire, historien, Larry Sabato, qui écrit grâce à Trump, c'est la meilleure journée de l'histoire de la Russie depuis le lancement du Sputnik, qui a été le premier homme dans l'espace, le 4 octobre 1957. Donc victoire totale de Vladimir Poutine et de la Russie aujourd'hui. Wow. Exactement. Wow. On va voir tout à l'heure les réactions. Bon, on peut aller tout de suite voir justement lorsque Larry Sabato vous parle de victoire de Poutine. Première réaction russe dans le dossier Russie, Thomas. Première réaction de russe, celle de Medvedev, le président de la Russie. Ce n'est pas un faux. Donc, il explique que ce porc insolent, évidemment, pour lui, le porc insolent, c'est Zelensky, vient enfin de recevoir une correction méritée au bureau ovale. Donald Trump a raison, c'est le régime de Kiev qui s'amuse, parie avec la risque de troisième guerre mondiale. Nous en sommes maintenant arrivés à ce moment de l'histoire où une des premières personnes à complimenter Donald Trump, c'est Dmitri Medvedev. Oublions les termes de propagande, du porc insolent, etc. Juste, concentrons-nous sur cet effet-là. Une des premières personnes à avoir félicité Donald Trump et à avoir résumé ce meeting à ce qu'il a été, une correction méritée selon Medvedev, c'est le président de la Russie. Il y a, comme le dit Larry Sabato, un alignement complet des États-Unis, de Donald Trump, avec les intérêts de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est un moment, c'est une journée historique, c'est un moment extrêmement grave. On va faire une pause et puis on revient tout de suite pour vous montrer ce qui s'est passé après ce meeting-là, la réaction de Zelensky, parce qu'on a une réaction de Zelensky, et vous montrer un autre élément qui me permet d'affirmer que ce qui s'est déroulé devant nos yeux, souvent on prête ses propos à Roosevelt, c'est pas certain du tout que quand quelque chose se passe en politique, vous pouvez être certain que ce n'est pas le fait du hasard. Aujourd'hui, j'y crois de manière extrêmement importante. On va y revenir après. On fait une petite pause, à tout de suite.
Merci d'être là avec nous. Nous sommes 4000 en direct. Si vous êtes sur X, sur Twitter, c'est le moment de venir sur YouTube, de s'abonner à la chaîne et cliquer sur la sonnette de notification. Normalement, nous sommes en direct demain et il y aura des vidéos postées les jours où nous ne sommes pas en direct, donc abonnez-vous. Merci d'être là avec nous, merci pour votre soutien, merci pour le chat, d'être là, de réagir, nous donner vos réactions et votre soutien. Je vois aussi, on a eu plusieurs super chats, donc merci à tout le monde qui est passé. On a aussi un nouveau membre, Arnaud, qui a accès à nos emojis et qui apporte son soutien à la chaîne. Merci Arnaud. Beaucoup. On retrouve aussi un nouveau membre, c'est Guillaume. Guillaume, merci Guillaume d'avoir apporté ton soutien. Et par super chat, il y a eu plusieurs super chats. Merci beaucoup. On retrouve Elisabeth qui a dit qu'il faudra beaucoup plus de thé pour nous accompagner dans ce tragique tournant de l'histoire mondiale. Exactement. Non, c'est exactement. C'est un tournant. Et oui, Elisabeth, c'est un tournant tragique dont le temps permettra de mesurer les conséquences. Petite parenthèse, il y a quelques jours, pour un autre projet sur lequel je travaille, j'ai reçu un magazine qui a 90 ans. Et il annonçait, c'est un magazine français qui s'appelle Vue, qui a disparu. Et il annonçait pour la semaine suivante un numéro spécial sur ce qui était en train de se passer en Espagne. En disant voilà, c'est la démocratie qui est en train de se jouer en Espagne. Et à ce moment-là, on ne savait pas tout ce qui allait se passer. Et donc, ça m'a vraiment mis dans cette position en me disant peut-être on est en train de chroniquer des moments tragiques, un tragique tournant, exactement. Et peut-être que d'ici quelques années, avec le recul, on revisitera cette journée du 28 février. En mesurant les vraies conséquences, dire ah ben voilà, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Qu'il y a eu un tournant. Ouais, on en est là. Merci aussi à Catherine qui reste dans le même esprit. Merci Catherine. Merci de débriefer avec nous, débriefer avec vous. Merci beaucoup Catherine pour le soutien. Alors, si la journée s'était déroulée comme prévu, mais encore une fois, Donald Trump ne souhaitait pas que cette journée se déroule comme prévu, mais si elle s'était déroulée comme prévu, il devait y avoir potentiellement la signature d'un traité sur les minéraux rares de l'Ukraine, et puis ensuite une conférence de presse commune. Au-delà de ça c'était un peu une introduction, un apéritif, si vous voulez. Il aurait dû avoir une conférence de presse commune, vous savez, où chacun est derrière un podium et répond aux questions de la presse internationale et de la presse américaine. On a appris, tout ça, évidemment, était annulé. On va voir ce tweet qui nous rappelle que ça a été la conférence de presse a été annulée. Voilà, c'est là, ça arrive. Encore une fois, merci de votre patience. C'est un petit peu particulier comme exercice. On essaie de vous faire vivre l'histoire en direct aussi. Et donc voilà, merci en tout cas Thomas pour le boulot que tu es en train de faire. Je sais que c'est très compliqué. En tout cas, donc voilà, c'est Nathalie Allison, une des journalistes sur place, qui nous apprend que non seulement la conférence de presse a été annulée, que le deal sur les minéraux n'a pas été signé, et surtout, que Trump a demandé à Zelensky de partir de la Maison-Blanche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est aussi un argument de propagande de Donald Trump, cette image de l'homme fort, de dire voilà, Zelensky ne m'a pas respecté, il ne respecte pas les États-Unis, je l'ai kick out, je l'ai viré, je l'ai mis dehors de la Maison-Blanche. On va voir comment Fox News a été justement le premier à mettre en avant ce fait que Zelensky a été viré de la Maison-Blanche par Donald Trump. Je pense qu'on doit avoir la vidéo. Thomas, ouais, on a la vidéo. On regarde ça tout de suite. Went up to the press area to get an understanding of what we're watching. This is what I was told. The president has kicked Zelensky
out of the White House. His delegation right now is telling him that he's got to go home. The president felt disrespected. Officials in the room felt that beyond the language barrier that we've heard some discussion about, Zelensky's body language, shrugging and eye rolling, was ungrateful, disrespectful, and the president feels that Zelensky is not ready for peace and he can come back when he's ready to talk about peace, but he's not in that position right now, and Zelensky is being told he's got to go. The lunch that they were supposed to have is sitting right outside the hallway, and the press staffers are going to be eating that lunch. Donc voilà, on apprend que donc, et là encore, hein, soyons prudents, nous sommes sur Fox News et la manière dont tout ça est présenté est extrêmement favorable à Donald Trump. On apprend que le repas a été abandonné dans le couloir, que la nourriture est offerte aux journalistes qui étaient là, et donc l'idée que Donald Trump a trouvé que Zelensky ne l'avait pas respecté, au-delà des problèmes de langage, hein, je vous en parlais tout à l'heure, en fait c'est toute l'attitude de Zelensky d'après Donald Trump qui était honteuse, le fait qu'il a hoché les épaules, le fait qu'il a roulé sous les yeux. Et d'ailleurs, quand on va regarder sur Truth Social le message que Trump lui-même, hein, tout à l'heure on vous parlait de différentes réactions que Trump a posées, ce sont ces points de ces éléments de langage-là qui sont retenus. Encore une fois, avant de rentrer dans le détail de ce message, moi c'est la première ligne qui me choque fortement. C'est une déclaration officielle du président des États-Unis. Et cette déclaration officielle du président des États-Unis, elle n'est pas partagée via les canaux officiels de la présidence des États-Unis, un communiqué de presse. À la rigueur, un tweet sur le compte officiel de la Maison-Blanche. Non, on va sur une plateforme privée qui appartient à Donald Trump sur une plateforme privée, plateforme qui pratique la propagande, la désinformation et le mensonge, partager la déclaration officielle du président des États-Unis. Hein, les seules personnes qui sont abonnées à Truth Social, à part quelques journalistes curieux comme moi, ce sont des pro-Trump. Donc cette déclaration, en fait, lorsqu'on a vu, tu peux nous le remontrer, le tweet officiel du compte POTUS, du compte avec le drapeau américain, on se dit normalement, avant de revenir sur le message de Trump, normalement ça devrait être inversé. C'est-à-dire que ce compte-là aurait dû avoir la déclaration officielle du président des États-Unis, hein, c'est le compte officiel de la Maison-Blanche, et ce tweet de propagande America First n'a pas sa place sur une plateforme officielle, aurait dû être sur celle de Donald Trump, citoyen, toujours candidat parce qu'il est toujours en campagne, même s'il n'y a rien au bout, il est toujours en campagne, et sa propre plateforme. Donc voilà, ça c'était, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça m'a choqué de voir qu'un message sur sa plateforme commence par cette ligne « A statement from President Donald J. Trump ». C'est sûr, on en avait parlé pendant la campagne, qu'il y avait cet espoir pour des gens qui avaient investi dans Truth Social, que ça allait devenir la plateforme officielle, la seule manière d'avoir le mot du président. C'est vrai que c'est en détail, parce qu'avec la perspective, voilà, le message est inquiétant, mais c'est important, c'est vrai. Mais après, le message, le statement du président, il est choquant aussi. Oui, on reparle du fait qu'il n'y avait aucun respect, mais même avant ça, il contourne le moment en disant que voilà, j'ai appris les vraies intentions de Zelensky parce qu'il parlait à travers de l'émotion, et que donc j'ai compris qu'il n'est pas prêt d'avoir un moment de paix, et que donc... Comme pas un moment de paix, il n'est pas prêt à signer un traité de paix. La paix. Ouais. Et que donc, voilà, il est venu sans respect, et qu'il peut revenir quand il sera prêt à accepter ça. Donc, prêt à accepter ça, comme on l'a vu tout à l'heure de la part de Lindsey Graham, c'est d'abord présenter ses excuses, expliquer que tout ce qui s'est déroulé, hein, l'agression de
de Vance et l'agression de Trump, c'est la faute de Zelensky, et en plus accepter sans discuter les conditions données par Trump. Si la seule source d'actualité que la seule source que vous suivez, c'est Donald Trump. Alors on rappelle, on en a parlé des dizaines de fois pendant la campagne, que les supporters de Donald Trump, leur première source d'information, c'est Donald Trump. La seule personne en laquelle ils ont confiance, bien au-delà de Fox News, c'est Donald Trump. Ben, vous avez l'impression, si on ne vous avait pas montré ces images, que en fait, il s'est passé exactement le contraire. Que celui qui a été débordé par la pression, celui qui a été débordé par ses émotions, ce n'est pas Trump, c'est Zelensky. Et n'oubliez pas, ça c'est quelque chose qu'on met en avant depuis la campagne. Pendant la campagne, on a un peu parlé tout à l'heure, où Trump expliquait que voilà, l'Ukraine prenait des millions et des millions, des centaines de millions de dollars de votre argent, les Américains, que Zelensky ne savait pas quoi faire avec, et que maintenant, en plus, il vient ici sans aucun respect. Voilà, c'est la continuation de ce qu'on a vu depuis plusieurs mois. C'est vraiment dangereux. Exactement. Et on va regarder justement un petit montage de Donald Trump lors de ce meeting. Et vous allez voir, vous allez regarder le chat. Voilà, je vous demande ça. Hein, on va pas mettre un sondage, Cody n'est pas là, mais je vais vous poser la question. Vous allez regarder ce montage et après, tout simplement, dans le chat, dites-nous qui a été débordé par ses émotions. Zelensky ou Donald Trump? Vas-y, Thomas. Because the attitudes have to change. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yeah. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. You want me to say really terrible things about Putin and then say, hi, Vladimir, how are we doing on the deal? That doesn't work that way. It'd be great television, I will say that. C'est quand même fou ce qui vient de se passer là. Ouais, il y a eu plusieurs phrases au milieu de tout ça où il défend Vladimir Poutine plusieurs fois, à côté de Zelensky quand même. Il le plaint. Il y a Zelensky à côté. Ah, exactement. Il y a Zelensky à côté qui représente une nation qui, depuis plusieurs années, se sacrifie. Et on a parlé tout à l'heure de la définition de ce sacrifice en termes de vie humaine. Et il y a Donald Trump, président des États-Unis, qui prend la défense de Vladimir Poutine en disant « Mais vous vous rendez compte, comme Vladimir Poutine, le pauvre, a dû souffrir parce qu'on m'a accusé via le Russia d'être corrompu par lui. On l'a accusé alors qu'il n'a rien fait. On l'a accusé par proxy de me corrompre. » On est le pauvre. À travers tous les deux. Il a dit comme si on était tous les deux les victimes de Russia. Moi et Vladimir, on est passé à travers ça ensemble quand même. Voilà, donc on nous dit, on nous dit même c'est Krasnov qui a été exactement, pour celles et ceux qui découvrent. Allez absolument, j'ai repartagé le lien sur mon compte X et surtout Blue Sky. Venez nous suivre sur Blue Sky. J'ai partagé le lien sur notre émission spéciale sur le dossier Krasnov, sur le dossier Trump et les services secrets du KGB et les services secrets tchèques, qui d'après moi est la clé de tout ça. Allez regarder cette émission. Donc évidemment, je pense que c'est un référendum digne d'un pays du tiers-monde, c'est-à-dire que vous avez évidemment celui qui a été rongé, dépassé par ses émotions, c'est bien évidemment Donald Trump. On a des images, tu peux les mettre en fond, Thomas, du départ de Zelensky, donc qui a quitté donc tout seul, voilà, hop, la Maison Blanche.
À partir de là, évidemment, la machine à propagande s'est mis en branle et nous a expliqué que c'était Trump qui l'avait kick out. Hein, les termes sont importants et c'est le terme qui vient de la Maison-Blanche. Ce n'est pas la journaliste de Fox News qui a décidé de l'utiliser. C'est pour montrer l'intensité de la chose. Quand vous kick out quelqu'un, c'est quand vous le foutez dehors par la peau des fesses. C'est vraiment cet esprit-là, dire voilà, c'est comme si Zelensky était un espèce de petit voyou et que Trump, en policier des États-Unis, l'avait mis dehors. C'est vraiment quelque chose d'unique. Je voudrais revenir sur un des éléments qui me permettent de croire de manière quasi certaine que ce qui s'est déroulé n'est pas le fait du hasard. Déjà, ma pratique de la politique et de la politique américaine, y compris de Donald Trump, me fait penser que tout ça n'est pas le fait du hasard. La présence de J.D. Vance dans le rôle du chien d'attaque qui a provoqué tout cela me fait penser que ce n'est pas le fait du hasard. Le fait que J.D. Vance, dans ses attaques, où encore une fois, il s'adresse à Zelensky, mais communique avec Trump et communique avec les médias, on va y revenir, qui sont dans cette pièce. Le fait qu'il insiste sur ce fait, sur soi-disant, le fait que Zelensky n'ait jamais remercié Donald Trump et l'Amérique. On sait que c'est faux, mais c'est un élément de langage ressassé au quotidien par l'extrême droite américaine. Ce n'est pas un hasard que l'on retrouve ces mots-là dans sa bouche. Il y a un autre élément. On va revenir à l'arrivée de Zelensky. Tout à l'heure, on va vous montrer une autre vidéo. On vous a montré une vidéo lointaine de l'arrivée, filmée de l'autre côté de l'entrée du côté du Rose Garden, du côté de la Maison Blanche. Cette vidéo que je vais vous montrer, encore une fois, elle a été partagée par Margot Moratin, qui est donc une responsable de la communication de Donald Trump. Elle avait déjà ce rôle pendant la campagne. Et évidemment, tout ce qui est partagé n'est jamais le fait du hasard. Et vous allez voir que lorsque Zelensky sort de son véhicule, la première remarque de Donald Trump qui l'accueille est de parler de ses vêtements de manière extrêmement ironique. On va y revenir. On écoute cette vidéo-là. Pretty close. How are you? Pretty shut. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, you got enough. President Trump, you got enough. Thank you very much. Thank you so much. Voilà, la seule déclaration de Donald Trump, il y a plein de questions, on lui parle entre autres de Poutine, etc., etc. Il ne répond à rien. La seule chose qu'il dit à haute voix, en augmentant le volume de la voix pour être certain... Pour parler aux médias. Que les médias... des très belles arrêts sur image, des très bonnes remarques. Que tout le monde remarque ça, c'est de dire à Zelensky, qui à ce moment-là ne porte pas de costume, on va revenir sur la raison de sa tenue, c'est de dire regardez, il s'est vraiment habillé aujourd'hui. All dressed up. Évidemment, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie parce que là aussi, c'est un des éléments de langage que si vous écoutez quasiment au quotidien la machine, la chambre d'écho de l'extrême droite américaine, de la propagande, c'est on se moque de la tenue en permanence, de la tenue de Zelensky en disant mais il est allé à tel ou tel sommet
habillé comme ça. Évidemment, on sait que Zelensky a déclaré au lendemain de l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a déclaré que tant que son pays sera en guerre, il sera le premier combattant et qu'il remettra des costumes. Il en mettait avant, hein, soyons clairs. Il remettra les costumes lorsque l'Ukraine aura gagné et aura récupéré ses territoires, lorsque cette guerre sera terminée. Donc ça, on le sait. Trump le sait, tout le monde le sait, mais depuis des mois, c'est quelque chose que l'on entend monter de plus en plus, se moquer de Zelensky sur sa tenue. Et la seule déclaration, avant même qu'on rentre dans la pièce, Donald Trump commence à humilier Zelensky. Alors déjà, il y a en plus la taille, donc on se met contre. Regardez comment c'est filmé au niveau de l'attaché de presse de Donald Trump. Cette vidéo va être partagée et vue plus de 20 millions de fois dans les moments qui vont suivre. Évidemment, les commentaires pro-Trump se disent, voilà, c'est un petit enfant, c'est le petit enfant qui arrive à la Maison-Blanche. D'ailleurs, regardez la manière dont Trump parle de lui. Ouais. Il ne dit pas le président Zelensky, il dit il. He's all dressed up today. Bah non, mais il se moque à 100% tout de suite devant les médias, avant même d'avoir laissé la possibilité au président Zelensky d'avoir dit bonjour ou quoi qu'il soit. C'est tout de suite, il rentre dans ça. C'est le premier coup d'attaque, en fait. Exactement. Et le deuxième, avant Vance, avant Trump, ouais. il a lieu dès que Zelensky s'assoit. On va écouter cette séquence complètement folle. Je pense que c'est mieux que vous ayez le contexte. Donc, parce qu'on ne peut même pas imaginer. On est dans le bureau ovale, ce que je vais vous montrer, ce que vous allez entendre. On est dans le bureau ovale. Le lieu le plus important du pouvoir aux États-Unis. Zelensky, on le voit, est arrivé avec des photos. Les photos qu'il a à la main, ce sont des photos de prisonniers de guerre ukrainiens qui sont torturés et maltraités par les Russes. Donc Zelensky est là. Il vient de s'installer. Et avant que tout ça commence, avant que la mise à mort commence, vous allez voir que vous avez Rubio qui s'enfonce de plus en plus dans son fauteuil. On donne la parole au journaliste pour poser une question. Et le journaliste qui est choisi, c'est Brian Greene. Brian Greene, si vous êtes un fidèle de l'émission, vous le connaissez pour deux raisons. Brian Greene, c'est le compagnon, le fiancé de Marjorie Taylor Greene. Ils ont le même nom de famille, c'est un hasard. Ils ne sont pas cousins apparemment. Mais bon, en tout cas, Brian Greene est un employé de OAN. Donc OAN, c'est à la droite de la droite de la droite de Fox News. C'est une chaîne de propagande, c'est pas une chaîne d'information, tu fais bien de le dire. Qui devrait déjà jamais être dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Mais justement, comme on l'a chroniqué dans nos dernières émissions de maintenant, il y a eu un effort de la part de la Maison-Blanche de remplacer les médias traditionnels par ces médias OAN, Breitbart et Newsmax à la Maison-Blanche, au Pentagone, de partout. Et donc, c'est pour ça que des moments comme ce qu'on va vous montrer est devenu possible. Et donc, Zelensky est installé et il y a juste le temps d'une question et c'est Brian Greene qui va la poser. My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit?
You have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of this such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Thank you for. Ce moment est ignoble. Ignoble. Brian Greene explique, donc c'est Trump, hein, Thomas va vous montrer les images. Regardez, c'est Trump qui va lui donner la parole. Voilà, hein, regardez, c'est Trump qui l'invite. Et il dit, j'ai pas une question pour vous, président, j'ai une question pour Zelensky. Trump invite la parole et tout de suite, de manière agressive, c'est-à-dire que même la formulation n'est absolument pas une phrase, c'est une attaque. Il lui dit, pourquoi vous ne portez pas un costume? Et il lui demande, est-ce que vous possédez un costume? Et là, Zelensky, je trouve qu'il s'en sort très très bien parce que il arrive à rebondir sur cette question, mais qui vient de l'espace. Non, mais elle vient de l'espace, sauf. Il veut parler de respect, quoi. Et on commence sur ça. Green accuse Zelensky de ne pas avoir du respect parce qu'il ne vient pas en costume voir le président, et il se permet de parler comme ça au président. Ouais. J'ai même pas de mots, quoi. Non. Et Zelensky arrive à répondre en disant qu'une fois que la guerre sera terminée, oui, il mettra un costume et que peut-être son costume sera plus beau que celui de Brian Greene, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il coûtera moins cher que ça. Il y a le côté président modeste. Et regardez J.D. Vance. Pendant ça. Vous avez Rubio qui a compris. Regardez Rubio. Rubio qui a compris qu'il vient de tomber dans un piège, que voilà, il sert de caution à Donald Trump. Il va tenter de s'enfoncer dans son fauteuil pour disparaître, et vous en avez un qui jubile à ce moment-là. Hein, voilà, donc si vous mettez tous ces événements bout à bout, Trump qui accueille Zelensky devant la Maison-Blanche, et la seule déclaration de Trump, c'est de se moquer de la manière dont Zelensky est habillé. La seule question qui est posée à Zelensky avant que tout ça débute, c'est de se moquer de la manière dont Zelensky est habitué. C'est des tentatives de déstabilisation. Avant l'attaque menée par Vance puis Trump, 2 contre 1, dans leur langage maternel, sans l'intervention d'un interprète ou d'une interprète, c'est une mise en condition. On commence à déstabiliser. Imaginez une seconde. Vous êtes Zelensky. Vous savez que ça va être un meeting difficile. Ouais. Vous avez la responsabilité de représenter une nation qui, je me répète, sacrifie énormément depuis ces années. Vous arrivez, vous sortez du véhicule, la seule chose que dit le président des États-Unis, c'est se moquer de vous. Vous vous installez dans le bureau ovale. Le journaliste, entre guillemets, qui a été choisi par Donald Trump, c'est Donald Trump qui lui donne la parole. Vous attaque et se moque de vous, de la manière de vous êtes habillé. On ne pose pas une question sur ce plan, sur les minéraux rares, les métaux rares, etc., etc. Non, on vient humilier encore plus Zelensky et à travers lui, l'Ukraine. Il y a un dernier élément. Alors, après, il y a l'attaque Trump-Vance, et on termine tout ça en parlant d'humiliation, de respect, tout ça, en disant que voilà, je l'ai foutu à la porte. Ouais. De début à fin, c'est une mise en scène. Le comportement qu'il y a eu. Ouais, c'est la mise en scène d'une embuscade, d'un piège. Il y a un dernier élément. Je vous en parle tout de suite après, le temps de ne pas perdre ma voix. À tout de suite.
Et un dernier élément, donc je vous disais merci d'être au rendez-vous, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux au rendez-vous de cette édition spéciale. On reviendra sur une émission normale demain à 21h. Si vous nous découvrez ce soir à travers cette édition spéciale, on chronique plusieurs fois par semaine ce qui est en train de se passer au Trumpland, non seulement du côté du Trumpland, mais aussi des vaguelettes, des personnes qui se battent pour la démocratie aux États-Unis. Donc abonnez-vous, cliquez sur cette notification. Normalement demain 21h, 15h. Oui, Maxence, j'ai essayé vraiment de vous raconter dans l'urgence absolue, ce qui s'est déroulé. Je vois qu'il y a une dizaine de minutes, Justin Trudeau a également posté un message. La première réaction qui était arrivée du Canada, que c'était un incident de sécurité, de sécurité nationale, dans le sens dans le sens où ça crée maintenant un véritable problème entre alliés. Et donc, on sent qu'il y a un alignement, et c'est parfait, des alliés, des alliés de l'Ukraine. Justin Trudeau, dans son message publié à 10 minutes, s'aligne, c'est la même construction que celui de Emmanuel Macron, en disant que de manière injustifiée et illégale, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc voilà, c'est vraiment pour faire un contrepoids, un contrebalancier aux propos de Trump. On terminera sur la réaction dans tout ça, de cette humiliation. La réaction de Zelensky, qui est extrêmement importante. Mais je veux revenir sur un dernier point sur ce compte-rendu. Normalement, on a parlé de OAN, normalement, si certains journalistes n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire leur devoir de journaliste, normalement, il y avait une agence de presse qui aurait dû être présente pour poser une question à Zelensky. C'est important de parler d'agence de presse parce que 2 agences de presse étaient interdites de meeting. Associated Press, on l'a vu, qui est désormais interdite de Maison Blanche parce que Associated Press refuse d'utiliser le terme de Golfe de l'Amérique pour parler du Golfe de Mexique, et Reuters, qui a apporté son soutien à Associated Press. On parle uniquement de soutien. D'accord? En gros, il y a 3 grosses agences de presse, et puis il y en a une du côté russe. Il y a AP, Associated Press, l'AFP, l'agence France Presse, que vous connaissez forcément, et Reuters. 2 des 3 n'étaient pas présentes. Du côté russe, et on vous en a parlé dans notre émission spéciale sur Trump, l'espion qui venait du froid, point d'interrogation, il y a TASS, T-A-S-S. Pourquoi on vous en a parlé? Parce que un des anciens agents du KGB, un très haut gradé, qui accuse Donald Trump d'être sous influence russe, racontait que il était venu aux États-Unis justement pour surveiller Donald Trump et que sa couverture, c'était d'être un journaliste de TASS. Et donc, grâce à des journalistes américains présents dans le pool presse et qui, d'après moi, vont être écartés parce que désormais, et c'est une nouveauté, on vous en a parlé dans notre dernière émission, pour la première fois depuis 1914, ce ne sont plus les journalistes qui décident entre eux qui seront leurs représentants en conférence de presse et qui seront leurs représentants dans le pool média, mais c'est la Maison Blanche. C'est pour ça que, par exemple, Brian Greene s'est retrouvé en première ligne. C'est la Maison Blanche qui a décidé de l'inviter. Et donc, dorénavant, parce qu'on doit contrôler l'information,
c'est la Maison-Blanche qui décide qui est là et qui n'a pas le droit d'être là. Et je suis persuadé que ces journalistes, on va voir les tweets, qui ont signalé ce moment extrême, complètement fou, que alors qu'on était en train d'attendre dans le bureau ovale, il y avait, parmi le pool presse invité par la Maison-Blanche, le correspondant de TASS aux États-Unis. Donc on voit le premier message d'Andrew Feinberg, confirmé par Nandita Bose, qui donc sont tous les deux des correspondants, d'expliquer que donc il y a parmi les journalistes qui attendent, il y a le correspondant de l'agence de presse de l'État russe au sein du bureau ovale. Le traquenard est préparé. Et donc, il y a ces messages qui mettent tout ça en avant et qui va forcer la Maison-Blanche à agir immédiatement sous la pression en disant c'est une erreur. On va voir le tweet suivant, la précision postée par Andrew Feinberg, en expliquant voilà la mise à jour de la Maison-Blanche, communiqué officiel. TASS n'était pas approuvé dans la liste de médias. Dès que nous en sommes rendus compte, nous l'avons escorté vers l'extérieur. Il n'était pas approuvé pour cette conférence de presse. OK, fin de l'incident. Fin de l'incident, c'est un hasard, c'est une erreur, etc. Sauf que, une autre ancienne correspondante qui a travaillé à la Maison-Blanche a fait ce tweet pour préciser la chose. Que avant d'arriver au bureau ovale où la personne a été mise dehors, il y a au moins 3 étapes où le bureau, le secrétariat de presse de la Maison-Blanche vérifie l'identité, l'accréditation des journalistes et aurait dû mettre dehors le journaliste de TASS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce journaliste a passé toutes ces vérifications faites par la Maison-Blanche et que s'il n'y avait pas eu d'autres journalistes qui viennent sur X et sur Blue Sky pour dire « mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» cette personne-là aurait été en mesure de poser une question à charge, évidemment, à Zelensky. Comme je vous l'ai dit, je vous le dis depuis le début, c'était un piège, c'était un traquenard. Complicité effarante, oui. On va donc, au milieu de tout ça, conclure sur la déclaration de Zelensky lui-même, qui d'ailleurs, avant d'arriver à la Maison-Blanche, est passé par le Congrès, où il a été reçu par des élus républicains et démocrates, dont Lindsey Graham. D'ailleurs, il a même posé pour un selfie avec Lindsey Graham, tout sourire. Et vous avez Zelensky qui vient d'être piégé. Vous avez Zelensky qui vient d'être humilié. Vous avez Zelensky qui représente l'Ukraine. Et donc, à la sortie de ça, Zelensky décide de poster un message sur son compte officiel. Et vous allez voir la différence entre le message de Zelensky et celui de Trump sur Truth Social, le président des États-Unis, qui a revisité l'histoire, qui a accusé le leader d'un pays allié, qui sacrifie autant depuis ces dernières années, et vous allez le comparer
à celui de Zelensky, qu'on va voir tout de suite. Tu veux nous le traduire ou j'y vais? Le micro fonctionne? Non, oui, non. Repensez à tout ce qu'on avait dit en émission, les attaques qu'il s'est pris et tout ça. Il dit, il remercie le pays pour le soutien et pour cette visite. Il remercie ad Paulus, donc ad président Trump, le Congrès et le peuple américain. Et la dernière phase, il explique que l'Ukraine a besoin de la justice et de la paix et qu'on travaille exactement pour ça. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez un président qui met de l'huile sur le feu, qui accuse son invité d'être submergé par ses émotions, et de l'autre, vous avez un vrai chef d'État.